Bonsoir à tous, bonsoir. Comme vous le savez bien, toujours très présent dans cette chaîne et sur cette chaîne Lily Char. Ici, on parle de reconstruction. Ici, c'est la Renaissance dans toute sa splendeur. Et aujourd'hui, on va accueillir cette figure emblématique que vous avez déjà vue dans une autre thématique, bien évidemment. Et aujourd'hui, nous allons accueillir une fois de plus Virginie. Virginie va nous parler sur la thématique de le poids de ton histoire, de quoi se résume-t-il au kilo? Hmm, Très intéressant ça. Les oreilles se refroidissent, nous avons qu'une envie d'écouter. Et si ton corps devenait un champ de bataille, non seulement contre les kilos, mais contre le rejet, la honte, les humiliations silencieuses que personne ne voit. Aujourd'hui, je reçois la courageuse Virginie. Elle a connu l'obésité morbide, on peut dire ça comme ça, les situations d'obésité. Dès son jeune âge, à seulement 13 ans, elle pesait déjà 85 kilos sur ses 1,70 m. Vous vous imaginez les moqueries, les regards, les rejets brutaux de la société. Elle a tout gravé dans sa chair. Mais c'est ce que vous allez entendre aujourd'hui. Mes chers internautes, followers, prospects, ça sera tout simplement une femme en reconstruction qui est déjà reconstruite, qui te partage véritablement sa délivrance, ses douleurs qu'elle a transformées en puissance. À toutes les âmes qui se sentent comme elle, restez donc scotchés attentivement et écoutez. Prenez vos crayons et vos bics, vous allez noter. Alors, Virginie, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci Lily de m'accueillir encore une fois. Merci pour l'invitation. Alors, on va laisser place au contexte. Comme le dit très bien le titre, nous avons tous une histoire de poids. Voilà, chaque personne qui arrive à un certain poids, il a son histoire de poids. Alors moi, je vais vous raconter la mienne, mais sachez que nous avons tous une histoire différente en fait. Voilà, ce qu'on peut vivre au quotidien se ressemble, mais on a tous notre histoire. Et cette histoire de poids pèse au quotidien pour un certain nombre de femmes ou d'hommes dans leur vie de tous les jours. Alors moi, si on plante au décor, donc mon histoire de poids démarre à partir de l'âge de 5-6 ans. J'avais une difficulté avec la nourriture, ça veut dire que je me cachais en fait pour manger. Je ne savais pas pourquoi. Dès que mes parents étaient partis, moi je cherchais pas à sortir à suivre mes parents. Moi j'avais besoin de rester et puis manger dans les placards et voilà. Et donc je passais et du placard au frigo et du frigo au congélateur et du congélateur au frigo et du frigo au placard. Jusqu'à ce que mes parents me disaient: «Ah bah tiens, il manque ci, il manque ça». Bon, c'est pas moi, c'est pas moi. Ça a disparu, mais voilà, tout le monde savait que c'était moi qui allais manger, bah, puisqu'il y avait que moi qui grossissais dans la famille, donc voilà, mais bon, je cachais ce qui se passait et en fait, c'est bien, bien, bien des années plus tard, en fait, vers l'âge de 20-22-23 ans que j'ai été atteinte, d'hyperphagie boulimique. Alors, beh, j'ai passé, voilà, toute mon enfance, toute mon adolescence avec, cette problématique sans savoir, sans connaître. On parlait beaucoup de la boulimie, on parlait de, l'anorexie, mais l'hyperphagie boulimique, personne n'en parlait en fait. C'était pas connu ou c'était pas reconnu peut-être comme, une maladie, une TTC, ce qu'on appelle un trouble du comportement alimentaire. Donc et bien, beh, j'ai continué à prendre des kilos comme, Lily l'a dit tout à l'heure, hein. Voilà, je faisais, 80-90 kilos, pour 1,70 m, à l'âge de 12-13 ans déjà. Donc j'étais, bah, la plus grosse du collège et c'est vrai que les moqueries, ça a commencé déjà depuis l'école. Voilà, j'étais isolée quand même, par exemple à l'école, j'étais obligée de demander aux autres camarades: «Est-ce que je peux jouer avec vous?» Alors que normalement, je vois mes enfants là aujourd'hui et ils sont dans la cour de l'école, tout le monde joue ensemble quoi. On n'est pas à demander: «Est-ce que je peux jouer avec vous?» Donc vous voyez tellement, depuis l'enfance en fait voilà, il a fallu que j'essaye de m'intégrer à des groupes et ça a été, très, très difficile. Donc je suis arrivée au collège avec ces petits traumatismes-là, ce manque de confiance aussi et ça m'a apporté préjudice, tout de suite et ça m'a valu des surnoms, voilà. Donc et beh, je m'appelais plus Virginie en fait, j'avais changé d'identité complètement. C'était devenu Gros tas de pâté, Gros tas de vache, tout ce qui commençait par gros,
Voilà. À cette époque-là, en fait, l'imagination des jeunes, c'est fou comme c'est étonnant. Ils débordent d'imagination pour trouver des noms à ceux qui sont gros. Et voilà, et en fait, c'est une identité, en fait, que j'ai traînée comme des casseroles pendant très, 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 très longtemps. J'ai eu beaucoup de mal à retrouver qui était Virginie, même jusqu'à présent. Je me reconstruis petit à petit. Voilà, mais c'est un travail toujours de tous les jours. On ne doit pas se laisser, comment dire, se laisser déborder, se laisser revenir en arrière. Voilà, c'est un combat vraiment de tous les jours, de garder confiance en soi, en fait, c'est ça. Moi, j'aurais Euh, quelques questions, par oui. rapport à ça parce que j'ai compris que, bon, c'est venu, d'un trouble du comportement alimentaire et c'est là où, tu es arrivé à avoir des kilos. Moi, je me demande, est-ce qu'il y avait pas une blessure qui t'a amené vers là? Qu'est-ce qui a pu se passer pour que tu te retrouves, avoir ce trouble de comportement alimentaire que tu as bien donné le nom, scientifique? Si tu peux plus Mmh. nous expliquer peut-être déjà au niveau du thème, quoi, parce que les gens, Mmh. boulimie, ça parle aux gens, Mmh. mais hyperdysphagique, c'est ça? Boulimie, Oui, hyperphagie boulimique, en fait, la boulimie, la différence entre l'hyperphagie boulimique et la boulimie, c'est que la boulimie, on va avoir des envies impérieuses de manger, sauf qu'on va chercher à éliminer. Donc soit à se faire vomir, soit à prendre des laxatifs, soit courir, marcher, enfin, on va chercher à éliminer. Alors que l'hyperphagie boulimique, en fait, on va avoir ces envies impérieuses de manger, donc c'est irrésistible, on peut pas y résister. C'est comme quelqu'un qui est malade de l'alcool, c'est pareil. Il a la bouteille d'alcool devant lui, c'est très compliqué de ne pas y toucher. On ressent la même dépendance, en fait, c'est ça, hein, oui, c'est c'est la même l'addiction, chose. quoi, à C'est une manger, addiction. tout le temps. Oui, 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 c'est Voilà. une sorte d'addiction, oui, oui, oui. Ouais, le trouble du comportement alimentaire, il est reconnu aussi comme une addiction, hein. C'est ça. Donc, mais là, par contre, on ne cherche pas à éliminer. Voilà. Donc, du coup, Oui, bah, oui, oui, on on prend veut juste du. consommer et garder sur nous, quoi. C'est Voilà, pas c'est ça. pour Mmh. ressortir. OK, Mmh. d'accord. Bon, oui, oui. Là, on a bien compris d'où c'est venu pour aller, quoi. Moi, je disais tout simplement que est-ce que c'était pas quelque chose, qui s'est passé pour que tu arrives, vraiment il y a eu Mmh. peut-être quelque chose parce que je me dis Mmh. étant toute petite, pour avoir une envie folle comme ça de toujours manger, Mmh. il y a quelque chose qui Mmh. était en lien avec, est-ce qu'il y a pas une histoire, dans ce Ouais, sens-là? il y a une toute petite histoire, mais en fait, c'est quelque chose que je souhaite garder pour moi. Un petit truc qui semble anodin et en fait, moi, je m'en étais même pas rendu compte et je pense que c'est quelque chose que j'ai enfoui en moi, en fait, et que je me rappelais même plus. Ah! Je me rappelais même plus du tout et en fait, c'est ressorti comme ça. Donc c'est assez personnel, je peux pas en parler là, mais Oui, voilà. oui, non, j'ai compris. Au moins, ça Mmh. montre que c'était pas pour rien, Mmh. quoi. Il y a eu quelque chose qui a déclenché à ce que le processus se met en place, quoi. Parce que souvent, Oui. la plupart du temps, quand on a quelque chose qui nous empêche de vivre au Mmh. quotidien ou qui développe quelque chose, il y a eu quelque chose qui s'est passé pour qu'on en arrive là. D'accord, il y a pas de souci. Faut Après, comprendre. il y a mon histoire, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes à qui c'est arrivé d'avoir ces troubles qui se développent à la suite, par exemple, d'un inceste ou Oui, oui, oui. comment dire? Ou d'un viol. Ça arrive, très souvent et en fait, la personne sans s'en rendre compte, hein, c'est involontaire de sa part. Elle cherche en mangeant comme ça, donc voilà, elle s'en rend pas compte, à chercher à ne plus être désirable ou à se cacher, voilà. Oui, 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 camoufler À quelque travers, chose, voilà, ce oui. corps-là, voilà. Se protéger, mais d'une autre manière, quoi. Voilà, c'est ça. Payer Mmh, sa mmh, mmh. bulle. OK, d'accord. Là, on a compris très bien ce qui s'est passé. Et alors, par la suite, comment est-ce que tu vas vivre toutes ces humiliations, rejets de l'école? Comment Mmh. tu prends ça au Ouais. quotidien? Bah, déjà, c'est vrai que le collège a vraiment été, mis à part, le changement d'identité, ça a été un moment où en fait, je me suis retrouvée complètement isolée parce que, eh bien, tu pas d'amis, quoi. Enfin, tu as très, très peu d'amis. Moi, j'ai eu une copine qui malheureusement est repartie au Portugal. Ça a été, l'apothéose après derrière parce que c'était quelqu'un qui me défendait beaucoup, qui était, gentil avec moi et une fois qu'elle était partie, c'était la catastrophe. J'en avais jamais parlé à mes parents, en fait.
J'en avais jamais parlé à mes parents et à l'époque, bon, c'était dans les années, 1990, dans les collèges, ou lycées, hein, je pense qu'ils étaient pas encore dans la prévention du harcèlement, des choses comme ça. Ils laissaient faire, en fait, ils laissaient faire. Donc en fait, j'ai pas été très protégée et moi, à ce moment-là, combien de fois j'ai voulu en finir, hein. Ah ouais, vraiment, heureusement, j'avais pas de médicaments à la maison à part du Tardiféron, j'ai essayé de me suicider avec du Tardiféron, ça a pas marché. Oh, tu en es Ah, arrivé quand même au point où de vouloir te ah ouais, mettre ouais, ouais, fin à mais tes jours, quoi. bah, plusieurs fois, j'ai voulu atteindre dans ma vie, hein. Ah oui, 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 plusieurs fois, c'est que j'avais pas, les moyens à ce moment-là de pouvoir le faire, mais oui, oui, ah non, combien de fois j'ai voulu atteindre dans ma vie, j'en pouvais plus, quoi. C'était très, très difficile, ouais, très, très difficile de pouvoir avancer, ouais. Mmh. Est-ce que cela t'a affecté aussi au niveau de tes études, quoi, les résultats? Ouais, après les résultats scolaires, moi ça s'est ressenti un petit peu après en fait quand je suis, en fait j'ai mes parents qui ont changé d'établissement, enfin qui ont déménagé et donc j'ai changé d'établissement et quand je suis arrivée dans l'autre établissement, j'ai dit: «Non, plus jamais, il faut plus que ça m'arrive». Donc en fait, je suis devenue l'inverse. Donc j'étais quelqu'un qui était gentille, qui était toute douce, qui avait peur de faire mal à quelqu'un et quand je suis arrivée, dans l'autre collège, j'ai dit: «Non, plus jamais». Donc en fait, je me suis créé une carapace où j'étais, Virginie, mais alors, une Virginie fille mec, qui fumait, qui buvait de l'alcool, enfin vraiment, qui fumait, qui buvait de l'alcool et d'ailleurs j'avais, à l'époque j'étais, coiffée à la punk, donc rasée ici avec une petite queue de cheval, blouson en cuir avec les Docs et puis j'écoutais du punk, de la musique punk, hein, voilà pour dire: «Attention Virginie, faut pas l'embêter, quoi» et puis, donc je suis arrivée dans un changement total d'identité pour me protéger, mais ça c'était pas moi du tout. C'était, une carapace complètement et donc c'est ce qui m'est arrivé. J'avais, l'âge de 14 ans à peu près. Donc quand j'ai changé de collège, ça a été encore différent. C'était une autre partie aussi de ma vie, En changeant donc d'établissement et de personnage, mmh mh. est-ce que à l'intérieur de toi, tu cherchais à t'en sortir, à sortir de là? Parce que c'est bien beau, on va se mettre dans une bulle, on va se protéger des attaques de toutes sortes, quoi. Est-ce que toi, à l'intérieur, au niveau de ton comportement alimentaire, ça a changé? Bah, j'ai eu un détournement d'addiction, en fait, c'est que je me suis mise à fumer et puis, donc du coup, je mangeais moins puisque je fumais. Mais c'était un détournement d'addiction tout simplement, hein, donc la problématique était pas du tout réglée et d'ailleurs quand j'ai arrêté de fumer, bah, j'ai repris, 30-40 kilogrammes directement, voilà. Mmh. Ah oui, 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 ça a été, direct, bon après je me suis arrêtée de fumer quand je suis tombée enceinte de ma 1re fille et j'ai dit: «Bah, je veux pas l'intoxiquer» donc voilà. Bah, j'avais intoxiqué autrement puisque c'était avec la nourriture donc c'était pareil D'accord. finalement, hein. Mmh. Mais est-ce que tu ne t'es pas plaint à l'école? Est-ce que t'est-il arrivé de dire au professeur: «Non, voilà ce que je suis en train de vivre» et ensuite à la maison se dire que: «Non, à un moment donné, je vais quand même, le dire parce que je vais pas subir ça seule pour avoir de Mmh. l'aide»? Non. Non. C'est non, je me suis jamais plainte, juste, en fait, je demandais, je disais que j'avais mal à la tête et je demandais pendant les récréations, les pauses de midi, en fait, directement après la cantine. Voilà, à l'époque, c'était la cantine, c'était pas le CEF. D'accord, donc tu ne t'es pas plaint. Moi, je te trouve très courageuse d'avoir été, subi tout cela, même si tu savais que peut-être il y aurait pas beaucoup d'aide, de ne pas se plaindre à l'école, ou à la maison. Et comment les parents Mmh. vivaient ça? Eux, ils n'ont pas remarqué quelque chose? Ils ont jamais su. En fait, mes parents, ils l'ont su, j'avais, 20 et quelques années quand j'ai su que j'étais malade, en fait. Ils ont jamais su. Une fois, j'avais fugué une journée, mais ils ont jamais su pourquoi. C'est plus tard qu'ils ont compris pourquoi j'avais fugué, une journée, parce que, bah, c'était très compliqué pour moi d'aller au collège. En fait, moi, mon message, c'est au contraire, faut en parler. Faut en parler parce que, bah, on se retrouve, parfois, on se dit, «Bah, non, je veux pas embêter mes parents parce que ceci, cela» et en fait, mes parents, ils ont beaucoup culpabilisé après parce qu'ils se sont dit: «Bah, on n'a pas vu, quoi». On savait qu'il y avait un mal-être, mais on n'a pas su pourquoi et voilà et on savait pas qu'elles subissaient tout ça et ils s'en sont voulus mes parents après derrière et c'est comme s'ils avaient pas su me protéger. Alors, En effet, au contraire, mon message, c'est aujourd'hui, il faut le dire, faut vraiment le dire. Ouais. oui, oui.
Aujourd'hui, c'est quand même différent. S'il y a une infirmière scolaire au collège, ne pas hésiter à en parler, même un professeur avec lequel on se sent à l'aise, faut en parler. Si c'est pas avec ses parents ou on se sent pas peut-être à l'aise d'en parler, mais voilà, à l'école, il y a toujours maintenant quelqu'un, une référence, quelqu'un et le personnel est formé là aujourd'hui à ce genre de choses. Donc voilà, faut vraiment, parler. Il y a OB Écoute, hein, de la Ligue nationale contre l'obésité, voilà, que vous pouvez appeler. Ok, merci pour toutes ces informations. Ça va sûrement aider quelqu'un qui est dans cette situation et qui trouve de la difficulté à s'intégrer dans la société ou bien à l'école, surtout les adolescents qui sont déjà assez très compliqués et assez violents, quoi, les uns les autres. Moi, j'aimerais savoir s'il y a eu un rejet ou une remarque qui t'a beaucoup marqué pendant ces moments. Je dirais que le rejet, de toute façon, je l'ai ressenti, tout le long que j'étais au collège. Donc voilà, de toute façon, ça c'est sûr. Après, je dirais que j'ai eu une remarque, qui m'a plutôt donné le déclic. Virginie, là, faut que tu prennes soin de toi. Parce qu'en fait, c'était, après dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours, été la bonne copine, en fait. Voilà, j'ai toujours été la bonne copine. Fallait que je sois toujours gentille avec les autres. Une fois que j'ai passé mon côté rebelle, ça n'empêche que j'étais quand même la bonne copine, même si j'étais, rebelle, j'étais quand même la bonne copine. Donc voilà. Et puis, toujours à prendre soin des autres. D'ailleurs, j'ai fait mes études pour prendre soin des autres, voilà, c'était ça. Mais pour prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi. Et là, j'avais du boulot. J'avais du boulot et je m'en rendais pas compte, en fait. Donc dans mon parcours, en fait, j'ai fait un BEP carrière sanitaire et sociale, CAP petite enfance. Ensuite, j'ai travaillé un peu, dans le secteur du handicap. Voilà. Et puis, je suis arrivée à mon école d'aide-soignante et en fait, j'ai eu 2 réflexions d'une même professeure qui au départ, vraiment j'en ai pleuré. J'en ai pleuré et après ça m'a fait un déclic que non Virginie, il faut prendre, soin de soi. Déjà, une fois, j'étais en train de monter, la côte, bon je faisais 145 kilogrammes à l'époque, hein, quand j'ai fait mon école d'aide-soignante et il y avait une côte pour aller dans la salle de classe et la professeure me dit: «Mais tu te rends compte quand est-ce que tu t'entends comme tu es essoufflée Virginie?» J'ai dit: «Ben non, je me rends pas compte». Mais du coup, j'avais l'impression qu'elle se focalisait sur moi et puis c'était peut-être, même pas 2 ou 3 semaines après, on était en train de faire un atelier, sur, la prise de tension et en fait, le brassard de tension, en fait, il rentrait pas dans mon bras et elle me dit: «Mais ça te gêne pas tout ça?» De la manière qu'elle me l'avait dit, ça avait été dur et en fait, j'ai eu une prise de conscience à ce moment-là. Quand j'ai fait ma formation aussi, je me suis rendu compte que sur toutes les pathologies, être en situation d'obésité, en fait, c'était des facteurs favorisants. Donc et bien là, je me suis dit: «Beh, qu'est-ce que je fais, quoi?» Parce qu'en fait, j'avais essayé moi plein de régimes. Alors les régimes à l'époque, je crois que j'ai dû perdre, au moins, 300 kilogrammes en tout. Mais à chaque fois, tu perds 5 kilogrammes, tu en prends 10, tu perds 10 kilogrammes, tu en prends 15. Donc c'est l'effet yo-yo, en fait, qui fait que, en fait, ton métabolisme de base, comment dire, s'habitue, en fait, s'habitue et en fait, tu reprends toujours le poids que tu as perdu, en fait. Donc c'est pas une bonne manière de perdre, Une de bonne méthode, quoi. Une bonne méthode, oui, 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 voilà, c'est ça, parce qu'en fait, tu restreins ton corps et comme ton corps se sent restreint et ben, dès qu'il va avoir un peu de nourriture, il va stocker. Voilà, il va stocker. Donc tous les régimes là, à la mort moineux, ils ont tous les noms pas possibles, il faut éviter quoi, il faut vraiment Ah oui, éviter. tu déconseilles donc à quelqu'un qui veut perdre du Ah. poids d'aller dans les régimes, quoi? Ouais, ouais. Moi, ce que je conseille déjà, notre maladie, elle est pas liée qu'à un problème de nourriture. Comme vous l'avez vu, moi, c'était un problème plutôt psycho, mais il y a pas que ça. J'avais dans ma famille aussi, c'était héréditaire. J'ai ma maman, voilà, qui est en situation d'obésité aussi. Du côté de mon père, il y est pas, mais par contre ma tante y était, ma grand-mère aussi. On a aussi l'hérédité qui rentre en compte, mais il y a aussi beaucoup de facteurs. Alors on peut pas parler d'obésité parce que, comment dire? C'est la maladie, l'obésité. Donc c'est une vraie maladie. C'est une maladie qui est chronique, qui est reconnue chronique déjà depuis, le siècle dernier par l'OMS. Donc c'est pas de maintenant et c'est pas du tout, lié qu'au fait de manger, en fait. Au fait de manger, il y a pas que ça. Il y a pas que ça du tout. C'est pas parce que aussi on ne fait pas assez de sport. Parce que souvent on dit: «Bah, tu qu'à te bouger et puis tu qu'à moins manger et puis ça sera bon». Ou il y avait pas d'obèses à Auschwitz. Donc voilà, c'est le D'accord. genre de réflexion, je pense qu'on a tous vécu ça, hein. Il y avait pas d'obèses à Auschwitz. Donc ça veut dire que nous, on doit vivre Auschwitz tout le temps, hein.
D'accord. Je pense qu'il y a aussi la stigmatisation de la société qui voit ces personnes en situation d'obésité comme des personnes qui ne devraient même pas être dans la société, qui ont un sérieux problème. Je pense que ça aussi, c'est un des facteurs aussi qui n'aide pas du tout. Bon, c'est pas ça ici. Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs et aussi le regard du monde de toutes ces Mmh. personnes en situation d'obésité qui doit changer. Ne plus Mmh. regarder les gens avec ce regard, ça va aussi Mmh. aider dans le processus de reconstruction ou de se remettre, de dire, bon, j'assume mes formes. Nous le voyons maintenant au niveau du travail, surtout nous qui sommes dans le milieu social, surtout paramédical. Hein. Lorsque tu es en situation d'obésité ou en quelques kilos de trop, non seulement tes collègues te font remarquer, même s'ils ne disent rien, il y a des gestes qui ne trompent pas et qui te mettent mal à l'aise. Moi, j'ai vécu beaucoup de situations comme ça. Je dis, mais quel est le problème? C'est pas comme ça. On ne sait pas, on ne connaît pas. Bon, on se rend compte, personne n'est sans ignorer que quand tu es en surpoids ou bien en quelques kilos de trop, tu le ressens et tu sais peut-être que tu es en train de faire un combat. Donc, pour moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup à faire de ce côté-là, de la Ah oui, société oui, qui regarde. oui. C'est ça, c'est le regard de la société. En fait, voilà, ils prônent l'image parfaite, alors que les photos des magazines, la plupart des gens, il y a des retouches, quoi. C'est photoshopé, quoi. Enfin, voilà, c'est assez dingue. Et en fait, la théorie du corps parfait, voilà, l'image parfaite de la femme surtout de la femme, hein, surtout de la femme, eh bien, ça fait que les personnes veulent ressembler à ces images dans les magazines et tout ça. C'est pareil, dans les relations humaines. On a un conjoint, parfois il peut aimer la femme telle qu'elle est, mais des fois il peut avoir honte et de se dire, il y a des hommes qui aiment les femmes rondes, il y a des fois ils assument pas. Ils Ah assument oui, pas, ils préfèrent être avec une femme mince et puis alors qu'ils aiment les femmes rondes. oui, C'est oui. ça, qui est un peu, dérangeant. En fait, être gros, si on peut dire ça, eh bien, c'est devenu quelque chose qui est, presque péjoratif ou c'est quelque chose qui est négatif. Mais je suis Ah, désolée, d'accord. quand on a une grosse Mercedes, c'est pas ah oui, on est bien content, On se sent fier généralement, c'est d'homme. bien quand on a un gros compte en banque, hein. Mais c'est pas péjoratif, alors? Non, Pourquoi si on a non, une pas du grosse tout. femme, Pas du ça tout. serait pas péjoratif? Le matériel, ça n'a jamais fait un dégât, hein, quand c'est tellement Et beaucoup voilà, plus c'est gros. ça. Donc c'est l'image en fait, c'est l'image qu'il faut qu'il change et surtout, voilà, bien se rendre compte que c'est une vraie maladie et ça, on se bat en fait, je suis, bon, avec l'évolution en fait, il y a 10 ans, on a fondé avec un groupe de femmes une association, sur, le Choletais, qui fête ses 10 ans cette année d'ailleurs, qui accompagne en fait, les femmes et les hommes, dans la prise de conscience qu'ils sont atteints d'une maladie chronique, que c'est une maladie qui fait en sorte qu'on s'isole la plupart du temps, qu'on Oui, perd complètement la confiance, l'estime de soi et en fait, nous, on les fait bosser dans ce sens-là que voilà, c'est une maladie et comment je fais, pour, vivre avec, en fait, c'est ça. Comment je fais pour vivre avec? Il faut se mettre beaucoup, beaucoup de barrières. De toute façon, avec le poids que je fais, je peux pas faire de sport, je peux pas me mettre en maillot de bain, c'est pas possible. J'ai fait X régime, de toute façon, je suis pas capable de tenir un régime, enfin, ou je peux pas que manger, comme il faut, donc il y a tout un tas d'informations, en fait, que beaucoup de gens se sentent pas capables, en fait, se sentent pas capables et puis, quand ils arrivent, au cocon ou ailleurs, hein, il y a plein d'associations, hein, en France. On a tous, en tout cas le même objectif, c'est que les personnes puissent reprendre confiance en elles, d'abord, la première des choses, qu'elles puissent, se redonner de la valeur. Parce ah que oui. on peut faire 150 kilos, mais ça n'empêche que les valeurs humaines, c'est ce qui est important, en fait, dans sa vie, c'est de reprendre confiance en soi et une fois on a confiance en soi, qu'on est bien dans ses baskets et beh, là, on trouve la force, de suivre, une meilleure, hygiène de vie, si on peut dire ça, même s'il y a pas que ça.
Malheureusement, aujourd'hui, il y a des avancées dans les traitements contre cette maladie, mais c'est dans les phases, d'expérimentation. Donc il y a aujourd'hui, on n'a que, l'amélioration de l'hygiène de vie. On n'a pas de traitement, vraiment, réellement aujourd'hui. Donc c'est ça. Ben oui. Mais dans les années à venir, il y aura des traitements contre cette maladie. C'est une maladie chronique. Je vais un peu revenir en arrière par rapport à... Ça m'a fait penser à multiples blessures émotionnelles. Et quand tu décrivais que tu étais le bon ami, il fallait plaire aux autres et tout, on voit véritablement le masque de rejet. C'est-à-dire, le rejet, ça a développé une personne qui veut toujours être gentille. En dehors de ton corps, quelles sont les blessures émotionnelles que cette obésité t'a laissées? En dehors du corps, bah, déjà, je pense que dans la vie de tous les jours, dans la vie affective, moi, j'ai eu toujours besoin, en fait, de valider ma beauté. Voilà, je cherchais à ce qu'on valide ma beauté, chercher la validation, en fait, toujours que je suis quelqu'un de bien. En fait, il fallait Manque que de j'avais confiance, l'impression quoi. qu'il fallait que je fasse des efforts surhumains, en fait, pour qu'on puisse m'accepter. Je pouvais pas dire non, voilà, si je disais non, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce qu'on va penser de moi?» En fait, du coup, l'image, je voulais toujours, qu'on ait une image positive de moi. Je cherchais absolument, voilà, que si je disais non, ben que voilà, j'allais être rejetée, en fait, c'est ça. Donc j'ai Ouais, accepté ouais, c'est l'inacceptable, en fait. J'ai normalisé des choses qui étaient pas normalisables. Ah ouais, ouais, vraiment dans ma vie, oui. En effet, quand je t'entends décrire, il y a beaucoup de masques de ces blessures émotionnelles. On ressent le rejet, le masque de fuyant, le masque de l'humiliation. Tu as peur. Il y a ce manque de confiance énorme parce que quand tu as besoin d'approbation, c'est le manque de Oui. confiance parce qu'il faut que quelqu'un d'autre valide ce que toi qui Mmh. aimes bien, qui valide quoi. Il y a plusieurs masques que ça. Ça t'a développé plusieurs parce que l'humiliation, oui, parce que lorsque tu es rejeté, tu es humilié. Personne Mmh. ne veut de toi et tu te fais des remarques. Donc, je dirais, il y a l'humiliation que j'ai relevée, que j'ai le rejet, il y avait Mmh. dedans. Et c'est être perfectionniste, quoi. Ça veut dire un peu Mmh. d'injustice C'est ça. Mmh. là-dedans, parce que ça t'apporte à travailler, à faire toujours mieux pour être. Donc voilà. Je Mmh. pense que c'est très intéressant parce que ça montre à quel point tout cela peut résumer sur une seule personne. C'est beaucoup, hein. C'est énorme, hein. La charge mentale de porter autant de Mmh. masques, de blessures émotionnelles, quoi, et les masques qui vont avec, parce que là, Mmh. tu es à la ramasse, quoi. Si au bout d'un moment, tu n'arrives pas à te reprendre, dire, je m'identifie, qui suis-je, quoi? Ouais, c'est ça. Et puis, moi, j'avais un tempérament, du coup, colérique, déjà de famille. Et du coup, à cause de ce manque de confiance, ce manque d'estime de moi, ben j'étais très, très jalouse, tout est très possessive. Heu, voilà, j'avais vraiment besoin que la personne me rassure tout le temps, et c'est épuisant pour un homme. C'est épuisant pour un homme, et ça m'a valu, 3 mariages et plusieurs relations, Oui. voilà, parce que, j'avais constamment le besoin, qu'on, valide, Tu avais un manque accru et au niveau émotionnel, c'était instabilité totale. Donc, et c'était oui, normal. oui, oui, c'est ça, oui. Voilà, la charge mentale chez toi et l'homme, c'était énorme parce que toi-même, c'était énorme. Remettre ça sur un homme, non, c'était aussi énorme parce que il fallait que les gens comprennent sauf que tu peux pas dire aux gens de se mettre à ta place. Au bout Mmh. d'un moment, non. Je comprends Ouais, bien. le vide, en fait, moi, j'ai demandé à ce que des hommes puissent combler le vide que j'avais en moi, mais finalement, et d'ailleurs, c'est le vide, c'est ça que je cherchais par la nourriture, à me remplir, à me remplir, à me remplir. Après, j'ai voulu que ce soit les hommes qui me remplissent, qui me remplissent, qui me remplissent. Et là, c'est là où, quand j'en ai pris conscience, il a fallu que voilà, j'ai entamé une thérapie vers l'âge, je dirais que c'est vraiment à partir de l'école d'aide-soignante, ça a été vraiment un déclic pour moi. Alors j'ai cherché dans un premier temps, je me suis dit que, pour me reconstruire, il fallait que je perde du poids. Alors, c'est là où est la thématique. Finalement, est-ce que c'est vraiment perdre du poids en kilos, qui va faire en sorte que, ça va enlever le poids de notre histoire? Bah non. Ouais. Bah non, parce que
voilà, j'ai eu une chirurgie bariatrique. J'ai perdu 50 kilos, donc je suis passée de 145 à, bon, je suis arrivée à peu près à 90 kilos. Et puis, ben, voilà, au fur et à mesure de la vie, eh bien, comme mes problèmes n'étaient pas réglés finalement, c'était pas ça, c'était bien autre chose et c'était psychologique pour moi. Il fallait que je règle ce problème psycho et aussi d'estime de moi et de confiance. Et à partir de là, oui, je pouvais reperdre du poids par moi-même. Mais ouais, tant qu'on n'est pas arrivé à connaître en fait, faut connaître son histoire de poids. Faut faire la genèse de son histoire de poids et ça se travaille avec des professionnels qui vous entourent. On peut pas le faire toute seule. C'est avec des professionnels, c'est être entouré d'une association aussi. Il faut on puisse avoir des personnes, des pairs, ce qu'on appelle la paire aidance. Donc en fait, des personnes qui ont vécu des choses similaires ou qui vivent le quotidien. Le fait de partager ou quelqu'un qui a vécu les mêmes choses que toi et qui lui s'en est sorti peut donner un Oui. exemple que on peut y arriver. On peut y arriver. Il y a une situation qui a été difficile, même si on a chacun son histoire de poids, le vécu quand même, de vivre dans un corps, on a des problématiques qui se ressemblent, hein, finalement. Et c'est de comment on arrive à en faire une force, en fait, c'est ça, ce qu'on a vécu. D'accord. Non, non, je trouve très intéressant comment tu amènes la chose pour dire que véritablement tu avais un problème émotionnel, psychologique, moi je dis émotionnel, dans l'âme, dans ton âme. Il y avait un Mmh. problème qui était vraiment fondamental. L'obésité, j'ai envie de dire, la situation d'obésité était, disons, il y avait la base qui était là, la racine, et celui-là est venu s'ajouter. Donc, il fallait d'abord résoudre la racine pour que tu perdes le poids. Et ça, c'est très intéressant parce que la plupart du temps, que les gens qui souffrent de situations d'obésité ne se rendent pas compte qu'il y a un problème majeur, profond qui est quelque part, qui a créé celui-là. Mais on se focalise, on reste sur l'enveloppe alors que le fond n'est pas résolu. Et ça, c'est très intéressant ce que tu abordes, comment tu amènes la chose. Finalement, toi, tu as compris que le problème était ailleurs et tu devais résoudre ce problème pour revenir résoudre le problème d'obésité. Moi, j'aimerais poser la question de savoir par rapport, lorsque tu as fait cette chirurgie, est-ce qu'il y avait des effets secondaires? Est-ce que tu peux expliquer mieux à une personne qui veut aller vers là, tu conseillerais ou pas? Et comment la personne doit prendre cela? Je sais que ça varie selon la physiologie d'une personne à une autre, mais est-ce qu'il y aurait un peu des conseils pour aider une personne? Alors, déjà le parcours de chirurgie bariatrique, il y a plusieurs opérations, alors moi j'ai subi un bypass, il y a la sleeve, il y a d'autres opérations. Comment dire? Moi je peux pas conseiller à qui que ce soit, je veux dire chacun aussi a son parcours, a son traitement, parce que ça dépend aussi de son histoire de poids. Le choix d'une chirurgie bariatrique, c'est personnel. Pour ma part, j'ai eu des effets secondaires après. Après, j'ai repris du poids, mais c'est parce que moi, à la base, c'était un peu un problème psychologique. J'avais gonflé un peu l'estime de soi, machin, tout ça. Voilà, j'avais fait en sorte que ça passe, mais c'est psychométrique. Voilà, c'était des tests psychométriques à l'époque. Ouais, je l'avais répondu avec une copine. On était dehors. Qu'est-ce que tu mettrais, toi, machin? Et puis je l'ai retenu comme ça. Voilà, donc moi, j'étais pas prête pour l'opération, hein. J'ai un peu biaisé le truc, hein. Voilà, faut le dire. Oui, d'accord. Donc je me suis fait opérer parce que pour moi, je m'étais dit: «C'était la solution. Je vais perdre mes kilos, c'est bon, je vais pouvoir vivre ma best life après derrière et c'est fini». Puisque pour moi, c'est mon problème, c'était mes kilos. Pourquoi ma vie allait pas bien? C'était à cause de mes kilos. C'était devenu, Ben oui, et en fait, c'est en les perdant que je me suis rendu compte, bah, c'est non, ma problématique, elle n'est pas de là. Il y avait plein de blessures à l'intérieur et il fallait que je oui, me reconstruise à l'intérieur. Et c'est à partir de ça, une fois que tu es reconstruite à l'intérieur, tu trouves la force de mettre en place des choses. je suis tout à fait d'accord et merci Virginie d'aborder ça dans ce sens-là, de dire que ton problème était ailleurs, tu l'as compris après. Et je me dis aussi que il fallait quand même que tu aies cette intervention-là pour que tu comprennes. Ça faisait partie peut-être de ton cheminement pour que tu comprennes que non, c'est pas ton problème de situation d'obésité qui est un problème, le problème est ailleurs. Moi, pour ma part, le poids de mon histoire de poids, c'était pas les kilos. Et non, non, la thématique, elle est très bonne de l'aborder comme ça parce que je pense
Moi, je dirais quand même, en statistique, s'il y a 100 cas, je pense que 80, c'est comme ça. C'est le problème est Mhm. ailleurs. Et on ne se rend pas compte parce que c'est l'apparence, c'est la première chose que les gens regardent. Et par Mhm. rapport à ça, les effets secondaires de ton poids, alors que la situation ailleurs pour mieux gérer celle que tu as. Celle qui se Mhm. voit, quoi. Celle qui est en sourdine, on ne voit pas. C'est toi celle qui doit gérer Mhm. émotionnellement. D'accord. Et Et moi, en fait, ce que je voulais Mhm. ajouter, c'est que même si quelqu'un a perdu avec une chirurgie bariatrique, elle a maintenant un poids dans les normes, si on peut dire ça, dans les normes. Elle a fait souvent la chirurgie réparatrice et tout, donc elle a un corps, on va dire, normal. Eh bien, elle reste une personne en situation d'obésité parce qu'elle a cette maladie chronique qui est en elle. Et ça, beaucoup de gens croient que voilà. Donc ça veut dire que les kilos peuvent revenir à tout moment, à tout moment, à tout moment. Donc il faut toujours constamment, en fait, garder une bonne hygiène de vie, veiller à toujours être bien dans ses baskets, en fait. Donc il y a le suivi, je dirais moi, pour moi, le suivi psychologique, pour ma part, hein, il est à vie, hein. Il est à vie, voilà. Voilà, il faut toujours avoir quelqu'un sur qui on peut, voilà, déposer certains fardeaux aussi, certains fardeaux. Aujourd'hui, quand tu as fait ta chirurgie, tu étais à 145 kilos, si j'ai bien entendu. Ouais, j'étais à Et 150 kilos, oui. 150 et à ce jour, tu as combien? Là, 120. J'ai repris la moitié des kilos que j'avais repris, j'avais perdu. Après, généralement, quand on perd du poids par une chirurgie bariatrique, il y a toujours une petite reprise, hein. Ça a été prouvé, mais pas autant que ça, pas autant que ça, oui. Non, ok, d'accord. Tu es maintenant à 120, quoi. Mmh. Oui, oui, voilà, c'est aux environs de 120. Mais après, que ça soit 120 ou 150 ou 160 ou 170, en fait, l'importance, en fait, c'est pas le poids que tu fais, c'est comment tu le vis. Puis il y a aussi comment tu es proportionné aussi. Mais comment tu le vis au quotidien? Qu'est-ce que tu fais de ta vie, en fait? Parce qu'il y a des personnes qui vont avoir, moi, je suis à 120 kilos, mais il y a quelqu'un qui va être à 85, il va se morfondre, il va être mal dans sa peau, il va être mal dans sa vie et il va se cacher, il va pas vouloir aller à la piscine parce il aura peur qu'on voit ses formes. Voilà, il s'empêche de vivre des choses magnifiques de la vie parce que il a peur du regard des autres. Voilà, donc peu importe le poids en fait qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait de notre vie avec notre Mhm. corps. Alors, qu'est-ce que tu nous conseillerais donc là-dedans? Parce que c'est là où ça devient intéressant. C'est que Mhm. qu'est-ce que tu fais de ton corps? Comment toi tu vis maintenant? Mhm. Après tout ce que tu as eu là, comment tu vis maintenant? Comment ton quotidien, ta vie, est-ce que tu es mieux dans ta peau maintenant qu'auparavant? Moi, j'ai eu un gros travail, déjà psycho, voilà. J'ai suivi une thérapie avec un psychologue déjà. Déjà la formation des soignantes, ensuite j'ai fait une formation d'infirmière. Déjà ça, les 2 formations, ça, Bravo. déjà c'est rien que ça, c'est des psychothérapies aussi. Mmh. Voilà, parce qu'on est mis à l'épreuve sur la confiance en soi, hein, surtout sur l'école d'infirmière. Voilà, on est amené à, comment dire? À mener des équipes, à prendre des décisions, à savoir réagir en cas d'urgence. Donc là, il faut avoir confiance en soi. Donc faut s'asseoir sur des bases et faut avoir confiance en soi. On n'a pas le choix. Donc on est amené, tout au long de cette école déjà pendant 3 ou 4 ans. Moi ça a duré 4 ans. Déjà, on est mis à l'épreuve de ce côté-là. Donc ça m'a poussée à aller dans mes retranchements et prendre confiance en moi déjà de ce côté-là. Et puis, donc en fait, moi, la création de cette association il y a 10 ans, vraiment, moi, ça m'a permis de monter en compétences déjà. J'étais quelqu'un qui était incapable de parler devant les gens. La première fois que j'ai parlé, que je me suis présentée dans le bureau de l'association, enfin voilà, eh bien, parce qu'à la base, il y avait une première association et dont on faisait partie et puis, bon, bah, ça allait pas, aussi vite que nous on voulait. On avait un petit groupe, voilà, on avait envie que les choses bougent et du coup, on a décidé de sortir de cette association pour en créer une autre. Alors, qui faisait quasiment les mêmes choses, mais avec une autre dynamique. Donc voilà, au départ, les 1res fois, mais j'ai dit 3 mots et j'étais toute rouge comme une tomate et puis, j'avais très, très peur de parler, je bégayais, enfin voilà. Vous voyez maintenant aujourd'hui,
Je parle devant les gens, je suis devenue enseignante, enfin voilà, Oui, ah ouais, il y a vraiment des choses qui se sont développées. Ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé cette association vraiment à monter en compétences. En fait, la paire et danse, le fait d'aider les autres, eh bien, on s'aide soi-même aussi. Ça, c'est hyper important. Donc moi, beh, du coup, je prends soin de moi, moi aujourd'hui. Voilà. J'apprends à me mettre en valeur. Donc c'est vrai que par le biais de cette association aussi, il y a eu plusieurs actions qui ont été menées pour savoir se mettre en valeur, avec l'intervention bien de conseillères en images, de socio-esthéticiennes, voilà, qui nous permettent de connaître, par exemple, les couleurs qui nous vont, quelle partie de notre corps il faut qu'on mette en avant plutôt qu'une autre par rapport à notre morphologie. Donc voilà, les couleurs aussi, voilà, tout ça. Et ça aide d'avoir tous ces conseils-là. Et puis la bienveillance dans ce genre d'association aussi, de pouvoir rencontrer des gens qui vivent la même chose que soi, eh bien, de pas se sentir seul. Et généralement dans ces endroits-là aussi, il y a c'est très, très convivial. On essaye de faire en sorte que ce soit un endroit où c'est convivial, qui donne envie de sortir de chez soi et de pas avoir peur. Voilà. Non, bravo, bravo Virginie, parce qu'on voit le processus de reconstruction à travers tout ton récit, hein. On voit d'où tu viens, quel a été le problème, comment tu l'as vécu, les séquelles que ça t'a laissé, les questionnements derrière, l'introspection pour dire, oui, je suis en surpoids, mais est-ce que c'est le surpoids le problème? Non, mon problème ailleurs. Je dois d'abord le résoudre. Mais tu passes d'abord le fait de résoudre le problème de surpoids par la chirurgie et c'est là où tu comprends que non, c'est pas la chirurgie. Le problème ailleurs, je dois le résoudre pour mieux vivre dans mon corps. Et aujourd'hui, tu es une femme qui est dans le processus de reconstruction, mais bien entamée, bien dans ses baskets, qui sait là où elle va, ce qu'elle veut et avec qui, la preuve professionnellement, bien qu'ayant tant resté dans toutes ces émotions-là, ces blessures émotionnelles-là, t'ont bâti une personnalité, une vie professionnelle, aide-soignante, BP sanitaire social, aide-soignante, infirmière, infirmière enseignante. Vous imaginez la puissance d'une personne qui se relève toujours et revient toujours en puissance. C'est comme quoi il faut témoigner. C'est un témoignage puissant, hein. Et merci beaucoup, merci. En quelques mots, si tu peux dire trois mots, qui est cette femme charmante devant nous, Virginie désormais? Virginie, elle a retrouvé son identité tout simplement et aussi, elle a appris à se pardonner elle-même, voilà, à se pardonner elle-même et à comprendre qu'elle n'est qu'un être humain et que oui, elle a pu avoir des comportements difficiles à vivre pour les autres aussi, mais elle a appris à se pardonner et ça, c'est très important, en fait, d'ôter toute la culpabilité, qu'on peut avoir surtout parce qu'avec le rejet de la société, on a envie, d'être tellement parfait qu'en fait, à le moindre faux pas qu'on fait, on a l'impression que: «Oh, j'aurais pas dû manger ci. Oh, j'aurais pas dû faire ça. Oh non, j'aurais dû pas faire ci, pas dû faire ça» et en fait, il y a ce poids, la culpabilité qui est en soi et en fait, c'est ce poids-là, en fait, souvent, on va le compenser, hein. On va le compenser, souvent, c'est une triangulaire. On va compenser une frustration et puis, du coup, on va reprendre du poids ou c'est le même phénomène pour les addictions aussi, c'est pareil, hein. Voilà. Oui, les pensées, les croyances limitantes et les barrières qu'on se met, blocage. Oui, c'est ça. Voilà, on est tous capables de faire des choses. Là, ce que j'ai fait, j'ai rien d'inhumain, je suis pas un robot, je suis pas une, superwoman, je suis un être humain comme tout le monde. Voilà, donc on est tous capables, il faut juste, se retrousser les manches et voilà, se dire: «J'ai un problème, je cherche à le résoudre et je cherche de l'aide, je reste pas toute seule». Je reste pas toute Oui, seule et je cherche de l'aide. Alors, il existe plein de moyens. Il y a toutes les associations qui existent, qui sont adhérentes à la Ligue nationale contre l'obésité. Vous avez la ligne OB Écoute aussi. Vous pouvez sur le site internet de la Ligue nationale contre l'obésité, vous avez toutes les associations de France qui peuvent vous épauler, qui ont, alors des bénévoles qui ont vécu les mêmes choses que vous et qui en plus ont une formation pour vous accompagner. Donc,
ben, faut y aller, quoi. Faut pas vous laisser toute seule. Et puis ces personnes-là aussi pourront vous orienter vers tel ou tel professionnel de votre région qui serait en capacité de vous aider aussi. Mais faut pas rester toute seule. Et puis il y a des personnes comme Lily aussi qui sont aussi là pour accompagner plutôt sur d'autres aspects aussi. Mais voilà, faut pas rester seule. On va en pente descendre. Merci Virginie, merci. Nous sommes au terme de ce podcast que je pense qui va aider plusieurs personnes. Suivez en intégralité, vous ne serez pas dessus en termes de témoignages et aussi des conseils par rapport aux situations de handicap, d'obésité et tout ce qu'il faut faire après. Et si vous voulez même, vous me contactez ou bien vous voulez discuter avec Virginie, je vous mettrai en contact parce que peut-être que quelqu'un aimerait changer de vive voix. Suivez des informations avec l'expérience. Elle a de l'expertise parce que quelqu'un qui a vécu n'est pas comme quelqu'un qu'on a raconté ou quelqu'un, je connais un membre de ma famille. Elle a du vécu et ça n'a pas de prix. Bon, Virginie, merci beaucoup de m'avoir accordé ce moment d'échange une fois de plus. Non, c'est toujours un vrai plaisir, hein. Les prochaines fois, on aura des Merci. seront mieux et les gens vont en tirer profit, hein, parce que les gens ont besoin des informations, hein, mais ne se rendent pas compte parce qu'ils ne veulent pas aller chercher. Ah oui, qu'est-ce qu'il va me dire? Mais quelqu'un qui a vécu quelque chose, il n'y a pas match. Parce que quand tu as vécu, euh, tu connais plus que quelqu'un qui va venir te raconter parce on raconte. Tu as du vécu, 150 kilos à 120 aujourd'hui, passant par les chirurgies et autres. Non, mais il n'y a pas. Là, l'expertise, là, ça n'existe pas ailleurs, quoi. C'est ici. Allez, rendez-vous au sommet. Merci. Merci Lily. Allez, Bonne bonne soirée à vous soirée, tous. Merci de Virginie. nous avoir écoutés.